Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, l'actualité vue par Franck Miller. Nous sommes jeudi 5 mai. Bien, on l'avait vu au premier plan lors de la victoire de Macron. On l'avait vu sur le Champ de Mars, Manuel Valls. Donc l'obsession et le virus du pouvoir conduisent à toutes les manœuvres et vers tous les râteliers. La politique, c'est aussi être couleuvre et c'est savoir courtiser le prince, ce qu'il a su parfaitement faire. Manuel Valls pourrait recevoir une investiture de La République En Marche, le parti de la majorité présidentielle, pour représenter les Français de l'étranger à l'Assemblée nationale en cas d'élection. Voilà. Il grattait derrière la porte depuis son retour de Barcelone. Manuel Valls, piaffait d'impatience de retrouver une petite place au chaud dans la grande maison LREM. Et puis, il y a eu cette arrivée en tête sur le Champ de Mars au soir du second tour. Il était au premier rang devant le pupitre royal. Emmanuel Macron ne pouvait plus reculer. La demande était trop forte, trop voyante. L'ex-premier ministre de François Hollande pouvait à tout moment, pour se faire entendre, installer un campement devant l'Élysée ou faire la grève de la faim. Il y avait urgence à lui octroyer un poste avant que la situation ne dégénère. Il est bilingue, français-espagnol. Allez, va pour une investiture LREM dans la 5e circonscription des Français de l'étranger en vue des législatives du 12 et du 19 juin. S'il est élu, il sera le représentant des Français habitant Monaco, Andorre, le Portugal et l'Espagne. Voilà. Heureux, hein? Voilà. On ne peut pas être battu. Sur cette circonscription, Macron a obtenu 35% des voix au premier tour, donc dans un fauteuil. Voilà. Hein. Donc il va être content. Valls va être content d'être casé. Lui qui se sentait plus espagnol que français à une époque, qui parlait toujours de ses racines, et ben voilà, il est revenu à la soupe. Voilà. Depuis son échec en Catalogne, il était revenu en France dans le seul but de retrouver un poste en politique avec n'importe quel parti en place. Socialiste, LREM, allez savoir, peut-être avec les Insoumis, on ne sait jamais. Enfin, j'ai l'impression que c'est un traître qui s'allie avec n'importe qui. Enfin, on peut s'allier et puis en même temps salir. Il salit la politique française, voilà, hein, mais ça paye. Chassez-le par la porte, il reviendra par la fenêtre. Donc, je vous l'ai dit, il va représenter les Français du Portugal et d'Espagne. Voilà, avec une telle ordure, ils seront bien représentés. Mais ce que l'histoire ne dit pas, c'est s'il peut cumuler avec son poste de conseiller municipal de Barcelone. Et quand est-ce qu'il va s'occuper d'aller voter au conseil municipal de Barcelone? Ça, on ne nous le dit pas, hein. Vous voyez, c'est ces gens qui viennent se faire élire et après, dès qu'ils voient une assiette plus importante ailleurs, hop, ils laissent tous les bobards qu'ils ont racontés pour se faire élire. Oui, je me sens barcelonais, c'est mes racines. Et hop là, bing, je retourne à Paris pour voir si je peux... Voilà. Et puis, attendez, il y a une chose importante. Alors, déjà, il était devenu chroniqueur sur BFM, ça fait une référence, hein, on est d'accord. Mais Manuel Valls vise plus haut, plus grand, plus pétaradant, oui. Matignon, il disait « Je pourrais y revenir ». Il a déclaré ça en janvier lors d'un entretien publié dans la revue du Parti Horizon créée par Édouard Philippe. Voilà. Il vantait son amour du service public et il a avoué une certaine addiction. « J'aime gouverner ». Voilà, hein. Eh bien, écoutez, on va voir. Hein, on va voir. Il va peut-être se laisser pousser la barbe aussi et pour avoir une barbe bicolore comme Édouard Philippe. Allez en paix, Manuel Valls. Nous, on sait ce qu'il en est et on ne vous fera plus jamais confiance. Quand je pense la façon dont il s'était comporté lors du Bataclan, mieux ne vaut pas retourner le couteau dans les plaies, ce type est odieux. Bon. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des musulmans. Alors, il y avait la rupture du jeûne, vous savez, à la fin du Ramadan.
l'Iftar, ça s'appelle. Le maire de Lyon participait à la rupture du jeûne à l'Institut français de civilisation musulmane. Oui, parce qu'il y a un institut, on a mis des ronds pour faire un institut français de culture, civilisation. Bon. Et donc, il a pris la parole de ce moment de partage. OK. Mais il y a eu une petite manifestation d'une communauté, d'un groupe qui sont un peu identitaires. Et pour eux, il y a un problème. Car rappelez-vous que le maire écolo de Lyon refusait, au nom de la laïcité, de participer à ce qu'on appelle le vœu des échevins depuis son élection en 2020. Hein. Vous savez, à Lyon, il y a une tradition, voilà, c'est le vœu des échevins, et donc les autorités municipales vont à Fourvière, voilà, pour faire cette manifestation, bien sûr, un petit peu religieuse par rapport à l'histoire. Bon. Mais s'il applique sa logique de dire « je ne vais pas dans une représentation catholique parce que je veux rester laïque », donc il utilise l'argument de la laïcité, donc il ne faut pas que Grégory Doucet participe à aucune célébration religieuse ou cultuelle tant qu'il ne prendra pas part à la cérémonie du vœu des échevins. Donc, si vous voulez, pour cette association qui s'appelle Les Remparts, qui veulent défendre la culture et l'histoire lyonnaise, l'élu, vert, mais ça on le savait, favorise le culte musulman et cause, en fin de compte, un affront à tout le peuple lyonnais de culture chrétienne, et puis qui sont toujours un petit peu dans cette tradition de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie qui a protégé Lyon, voilà, bon, des épidémies, etc. Voilà, après, ça peut être une espèce de folklore, mais à un moment, soit on ne fait rien, soit on ne va pas chez les musulmans et on va chez les musulmans et on ne va pas chez les catholiques. C'est quoi cette histoire? Voilà, bon, mais ça c'est les écolos, hein. Voilà, vous savez ce qu'il en est. Continuez à voter pour eux aux législatives, vous allez voir. Bon, enfin nous à Lyon on voit hein, déjà, insécurité maximum depuis 2 ans, c'est de la folie. Bon, l'Aïd, ah bah tiens, ils vont tous à l'Aïd. Allez, une toute petite vidéo pour vous montrer quand même l'importance de la religion chez les autres. Allez, ça c'est en plein Paris. Hein. Que lorsque j'étais enfant, personne autour de moi ne parlait jamais de Ramadan et encore moins de halal ou de hijab. En fin de compte, très peu de Français connaissaient le sens de ces mots parce qu'il y avait très peu de musulmans qui vivaient en France. Aujourd'hui, c'est bien différent. Tout le monde ou presque sait ce que c'est que le Ramadan, le halal, le hijab. Donc, effectivement, c'était le Ramadan du 2 avril au 2 mai. Mais les médias sont beaucoup plus distraits sur ce sujet. Beaucoup de détenus sont musulmans, particulièrement dans les maisons d'arrêt. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que tous les détenus ou tous les délinquants sont musulmans. Bien des criminels sont français depuis des générations, on est bien d'accord. Mais en prison, le ramadan est devenu un rituel bien établi et en dit long sur le laxisme qui peut régner dans ces établissements pénitentiaires. Il n'y a pas de statistiques officielles sur ce sujet, mais c'est un petit peu un secret de polichinelle, si vous voulez. Déjà en 2016, un sociologue, Farhad Kroskavar, estimait entre 40 et 60% la proportion des détenus de confession musulmane. Dans son livre « Prison de France », il rapportait par exemple les propos de la part d'un détenu français de souche, incarcéré à Fleury-Mérogis. « Les musulmans tiennent la prison, ni plus ni moins. Je suis un Français laïque, je me sens entouré de musulmans qui font du prosélytisme et qui mettent en cause mon côté non-croyant. Ils veulent nous convertir et quand ils en désespèrent, ils nous traitent de mécréants. L'un d'eux me disait, si on arrive à instaurer l'islam, des gens comme vous seront condamnés à mort. Donc on peut se sentir complètement en exil, en plein cœur de l'Île-de-France. C'est plus l'Île-de-France, c'est l'île de l'Arabie ou l'île de l'Islamistan, comme on disait à une époque en parlant de Londres, du Londonistan. Voilà. Et on peut se rappeler, il y avait eu un reportage, France 24, il me semble, dans lequel les journalistes expliquaient très sérieusement que pour les détenus musulmans, la rupture du jeûne, une fois le soir venu,
On appelle ça l'iftar, est un vrai problème car il est difficile de retrouver en prison, bien entendu, la même convivialité qu'à l'extérieur. Mais fort heureusement, les prisons françaises offrent plein de possibilités pour que le ramadan reste un moment de fête. Le reportage précisait que le nombre de détenus mettaient leurs recettes de cuisine sur TikTok, un réseau social, hein, vous savez, les toutes petites vidéos. C'est un réseau social très populaire chez les jeunes, voilà. Alors, un détenu de 24 ans, prénommé Adam, incarcéré en Franche-Comté, explique « Le téléphone, je l'ai acheté en prison, c'est très facile d'en obtenir et d'en utiliser. J'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok pour partager mon quotidien et garder contact avec l'extérieur. Je fais le ramadan, mais ça reste plus difficile que dehors car on est évidemment beaucoup plus restreint dans ses options. » Ben oui, t'es quand même en prison, Coco. Hein. Bon, enfin, plus restreint... Il arrive déjà à se procurer un téléphone portable et puis on peut cuisiner dans sa cellule. Hein. On peut acheter des plaques de cuisson, des ustensiles de cuisine, pouvoir acheter des ingrédients à la cantine de la prison. Voilà. Hein. Dans le reportage, on expliquait que c'est un fournisseur comme Sodexo propose des dattes, des brochettes halal, des olives, de la harissa pendant le ramadan. Voilà. Il y a beaucoup d'argent à se faire. Voilà. Hein. Et donc, le jeune Adam disait il y a 90% des gens qui font le ramadan. Ah ouais. Voilà. Hein. Donc, ils partagent, ils envoient par vidéo les recettes, les plats cuisinés, voilà. Alors, j'ose espérer, non. Je pense que les pensionnaires de la plupart des EHPAD aimeraient sans doute avoir autant de choix dans leur menu, hein, et pouvoir améliorer leur ordinaire à leur guise au lieu de manger pour 1 euro, comme le font... eux, ils peuvent l'améliorer, leur ordinaire, dans les détenus, mais les pauvres personnes âgées, elles ne le peuvent pas. Hein, voilà. Donc, la prison est presque devenue un centre aéré. Et donc, il y a 2-3 jours, un groupe de détenus de la prison de Valence, dans la Drôme, a eu droit à une sortie organisée. Puisque la prison, c'est comme en colonie, vous voyez, hein, un véritable centre aéré. Les détenus sont allés caresser des vaches et observer des lions en cage. Ouais. Parmi ces drôles de visiteurs figurait notamment un homme déjà condamné pour viol sous la menace d'une arme, extorsion, infraction liée aux stupéfiants, etc. Cet homme, précédemment condamné à 15 ans de prison, s'est éclipsé 1 minute pour aller soi-disant aux toilettes. Et on ne l'a plus revu. Donc, en prison, on peut facilement se procurer de la drogue, de l'alcool, des téléphones portables, de quoi cuisiner, de quoi faire l'iftar quand c'est ramadan, voilà. Hein. Donc, on comprend que pour beaucoup de délinquants, le choc carcéral soit très limité. Comme le dit un détenu originaire d'un quartier sensible, toujours dans le livre « Prison de France », au début, à 19 ans, quand je suis arrivé pour la première fois en prison, je trouvais que c'était cool, la prison. J'étais à Fleury-Mérogis, des potes étaient en prison, tous les jours on délirait, je ne sentais pas la différence entre la prison et dehors. Et c'était grave. En effet, c'est grave car cela signifie que la prison punit peu et dissuade peu. Comme le dit un surveillant, maintenant la prison, c'est le passage obligé de la jeunesse des cités. Ils disent, c'est un hôtel, et puis ils sont bruyants, irrespectueux, et évidemment les surveillants, ils les traitent de tous les noms. Voilà. Hein. Dont acte. Incroyable. Alors, est-ce que j'ai encore le temps? Oui, j'ai 3-4 minutes encore. J'ai vu des images assez affolantes de la Suède. Ah, il est loin le temps où, quand on pensait à la Suède, rappelez-vous, quand on était adolescent, on fantasmait sur les Suédoises. Bref, ah bah là c'est autre chose. Hein. C'est autre chose. Hein. La situation n'est pas nouvelle, mais un nouveau seuil vient d'être franchi dans les violences insurrectionnelles d'immigrés musulmans en Suède. Donc depuis environ Pâques, vous voyez, le week-end pascal, plusieurs villes du sud du pays se sont embrasées au cri d'Allah Akbar. Des hommes, des femmes, des enfants lancent des pierres et des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre, incendient des véhicules, pillent des commerces, bloquent les axes routiers. Voilà. Hein. Donc des véhicules de policiers, de pompiers sont attaqués à coups de pierre, de bombes incendiaires. Des policiers ont dû faire usage de leurs armes pour empêcher les émeutiers de les lyncher. Voilà. Hein. Une centaine de blessés, 26 policiers, 44 arrestations, de nombreux dégâts, matériels, pillages. Voilà. Et le chef de la police nationale a dénoncé l'implication, dans une conférence de presse du 25 avril, de l'implication de réseaux criminels coalisés pour attaquer l'État et la police. Réfléchissez.
Réfléchissez, bientôt, un jour en France. Hein. Jadis réputée pour la vie paisible et policée de ses 10 millions d'habitants, la Suède s'enfonce dans la violence. Le pays a enregistré l'an dernier 342 fusillades, des fusillades hein, qui ont fait 46 morts, soit rapporté à la population le record européen des meurtres. Généralement, des règlements de compte. Voilà, alors évidemment, ce n'est pas la résurgence de la violence des Vikings. Hein. Non, non, 85% des auteurs et des victimes, écoutez-moi bien, sont nés à l'étranger ou d'origine étrangère. Il s'agit souvent de trafiquants d'armes ou de drogue organisés en réseau ethnique. Il y a le clan des Albanais, le clan des Afghans, le clan des Syriens, le clan des Turcs. Voilà, c'est une constatation. On explique comment ça se passe. Voilà. Hein, je pense que n'importe qui de confession musulmane peut entendre ce que je dis et comprendre que vendre de la drogue, faire du trafic d'armes, etc., c'est pas bien. D'accord? Voilà, on peut l'entendre. Bon. Donc, du coup, voilà, ils s'entretuent comme en fin de compte chez nous, à Marseille par exemple, hein, quand on voit des jeunes adolescents qui meurent ou qui sont carbonisés dans des voitures. Voilà, règlement de compte. Donc, bon, toute la population suédoise commence à s'inquiéter. Il commence à avoir un espèce de rejet hein, de cette tolérance à la suédoise. Voilà. Et donc, il y a un mouvement anti-immigration des démocrates de Suède qui est passé de 1,5% des voix en 2002 à 17% en 2018. Hein. Pour les prochaines élections, le 11 septembre, il fera certainement un bond beaucoup plus spectaculaire. Hein, parce que chez eux, il n'y a pas de division. Voilà. Hein. Donc le gouvernement social-démocrate paraît écartelé entre la prévention des troubles à l'ordre public et puis la liberté d'expression. Voilà. Hein. Comment dire? Mais comprenez qu'il y a un laxisme migratoire des 2 dernières décennies qui est en cause. Hein, et c'est la première ministre suédoise qui l'a reconnu dans un aveu vraiment sans précédent. Elle l'a dit le 28 avril. L'intégration, écoutez-moi bien, et c'est comparable à la France, l'intégration était trop faible, tandis que nous avons connu dans le même temps une immigration massive. Notre société a été trop inconséquente sur cette question, et les moyens alloués à la police et aux services sociaux trop légers. Une telle ségrégation s'est installée dans le pays que désormais la Suède est compartimentée en sociétés parallèles. Nous vivons dans le même pays, mais dans des réalités complètement différentes. Voilà, c'est ce que beaucoup de ce que nous on appelle patriotes, souverainistes, essayons d'expliquer. Voyez, suivant la quantité de personnes, on arrive un petit peu à les intégrer, à les assimiler, à les faire partager, etc. La vie à la française. Mais dès qu'il y a trop de population, ces gens restent en clan, d'après les origines ethniques, et refont toujours les mêmes actes que dans le pays d'origine. Vous voyez, voilà. On reste sur les mêmes traditions, si vous voulez. Hein. Et parfois avec des traditions plus dures, plus totalitaires que dans le pays d'origine. Hein, puisque eux n'évoluent pas, alors que dans le pays d'origine, les gens évoluent et s'affranchissent du voile ou un peu de la religion, etc. Voilà. Donc, au nom d'un humanitarisme bienveillant, qui dissimule quand même parfois un besoin de main-d'œuvre bon marché, le Royaume de Suède a largement ouvert ses frontières. Résultat, la population immigrée a augmenté de 80% en 20 ans. Un habitant sur 5 est d'origine étrangère, soit 2 millions d'habitants sur un total de 10 millions. Et donc en 2020, le gouvernement a enfin pris conscience que le pays allait dans le mur. Et donc cette submersion met en péril les régimes sociaux, là aussi, et le système scolaire. Hein. Et donc, il a alors limité les entrées annuelles à 25 000 personnes, contre par exemple 160 000 pour 2014, qui à l'époque venait principalement de Syrie. Mais il y a eu un freinage qu'on peut appeler un freinage d'urgence hein, de cette immigration. Mais bon, ça a été trop tardif pour empêcher le crash actuel. Hein, voilà. Mais on devrait quand même méditer sur ce constat d'échec de l'intégration, parce qu'il est reconnu, hein, il est reconnu par des gens qui sont, si vous voulez, démocrates, libérales, social-démocrates, donc qui ne sont absolument pas, si vous voulez, de droite ou d'extrême droite, si vous voulez, mais ils s'aperçoivent qu'évidemment, ils sont plantés. Ils sont plantés, parce qu'on est dépassé par le nombre. Voilà. Donc, il faut impérativement se rendre compte
de ce qui se passe. Et on sait très bien que c'est la même chose en France et qu'on peut penser que sur 65 millions d'habitants, il y a 10 millions, plus de 10 millions de personnes d'origine étrangère, étrangers ou français de papier de fraîche date. Voilà. Enfin bon, encore une fois, ce sont des constatations. C'est voilà, hein, quand des banlieues brûlent, s'enflamment pour certaines raisons communautaires et qu'il y a des gangs qui s'organisent, des gangs ethniques en fonction de l'origine de votre immigration, ben voilà, c'est comme ça. Bon, bah écoutez, sur ces mauvaises nouvelles plutôt, je vous laisse. Merci de partager un maximum, liker par rapport à YouTube et tout, c'est bien pour le référencement et tout. Blablabla et blablabla. D'accord? Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. Donc partagez, aidez-nous financièrement. Et puis faites le maximum, je compte sur vous en tous les cas. On essaie de vous apporter des informations un petit peu différentes des médias traditionnels et officiels qui sont bien entendu financés par le gouvernement, vous le savez très bien. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci, merci encore. Au revoir, à très bientôt. C'est uniquement par le mérite et l'effort qu'on y arrive.